Il y a 3 mois, j'obtenais mon diplôme universitaire. 3 mois seulement, et pourtant, j'avais l'impression d'avoir vieilli d'une décennie. La cérémonie avait été aussi discrète que gênante. Mes parents n'avaient pas fait le déplacement. Je m'étais tenu seul, au bord de l'estrade, serrant entre mes doigts un morceau de papier qui m'avait coûté près de 70 000 $. Un parchemin prétendument précieux, censé m'ouvrir des portes, réparer une vie, me sauver. Mais il ne réparait rien. Mon diplôme en communication, un mot vague, séduisant à 19 ans, grotesque à 23, ne m'apportait que des sourires polis et des excuses faussement navrées à chaque entretien. Nous cherchons un peu plus d'expérience. Ou encore, avec le gel budgétaire actuel. Finalement, j'avais fini par décrocher un poste d'entrée de gamme, payé à peine plus que le salaire minimum, dans une ville dont les loyers m'étranglaient à distance. Mon compte courant ne contenait plus assez que pour un plein d'essence et 2 repas corrects. Mes maigres économies, patiemment épargnées à coups de petits boulots pendant mes études, s'étaient volatilisées avant même que je ne réalise leur disparition. Et puis, il ne me restait plus que la voiture. Depuis une semaine, j'y dormais recroquevillé sur la banquette arrière, plié comme une valise oubliée. Le simili-cuir craquelé collait à ma peau au réveil. Je me lavais au gymnase du coin. Mes vêtements d'entretien étaient soigneusement pliés sur le siège passager pour limiter les plis. Chaque soir, je me répétais que ce n'était que temporaire. Mais en fixant le ciel à travers mon pare-brise fendu, je commençais à douter. Je n'avais pas les moyens de louer dans le centre. Les rares appartements abordables étaient à 2 heures en bus, quand ce dernier daignait arriver. 2 heures aller, 2 heures retour. 4 heures de ma vie gaspillée chaque jour, avant même d'avoir pointé. Mon corps me faisait mal dès que mon shift se terminait, et l'idée de m'écraser sur un siège en plastique, pendant que la ville rampait lentement derrière la vitre, me vidait ce qu'il me restait de force. Mais il existait une autre option. Un immeuble à 10 minutes de mon boulot, coincé entre une laverie en ruine et une pizzeria abandonnée. Un loyer si bas qu'il paraissait suspect. Moins de la moitié de ce qu'on payait de l'autre côté du fleuve. Les photos en ligne étaient sinistres, mais à ce stade, j'aurais dormi dans un placard si cela signifiait un toit. Une porte à verrouiller, je n'ai pas hésité longtemps. La fierté, c'est pour ceux qui ont encore des options. Le lendemain matin, je rencontrai le propriétaire devant l'immeuble. Un homme filiforme, au col trempé de sueur, les mains nerveuses comme des moineaux en cage. Il m'a regardé comme on regarde une situation dont on aimerait ne pas faire partie. Son bonjour a été marmonné. Je l'ai suivi en silence sur les marches fissurées du bâtiment. Un couloir à l'odeur de javel, trop présente pour être honnête, n'arrivait pas à dissimuler un relent plus rance, plus profond. Une odeur ancienne, chaque porte que nous avons croisée semblait légèrement de travers. Au plafond, des taches sombres, humides, presque fraîches. Mon futur logement se trouvait au 3e étage. Il a tâtonné avec les clés, les doigts tremblants, avant d'ouvrir la porte. Les murs avaient sans doute été repeints un jour, peut-être, mais la teinte avait viré à un jaune verdâtre, maladif. La peinture s'écaillait dans les coins, formant des petites spirales de désespoir. Le parquet était taché, mou à certains endroits, comme s'il avait pourri sous l'humidité. Un vieux ventilateur de plafond tournait lentement, de travers, menaçant de s'effondrer à chaque rotation. Les fenêtres étaient fêlées, réparées maladroitement avec du scotch transparent. Aucune trace de mobilier, juste un mini-frigo cabossé, rejeté contre un mur. Tout en moi criait de faire demi-tour. Mais je n'avais plus d'endroit où aller. Dormir encore une semaine dans la voiture, c'était risquer une amende que je ne pouvais pas payer. Ou pire, je n'ai rien dit, j'ai visité le reste mécaniquement. La chambre était à peine assez grande pour un matelas et quelques regrets. Puis on est arrivé à la salle de bain. Le propriétaire a hésité. Ses doigts ont frôlé l'encadrement de la porte avant qu'il ne se tourne vers moi avec un sourire raide. « Vous devriez jeter un œil ici. » a-t-il dit. Je suis entré. C'était étroit, si mince que je pouvais toucher les 2 murs en étendant les bras. Des carreaux de lino au sol, un miroir fêlé au-dessus d'un lavabo rongé par la rouille. Les toilettes tenaient debout, mais semblaient enfoncées dans un sol affaissé. Et puis il y avait la douche. Une cabine vitrée,
les parois autrefois givrées rendues opaques par le temps. Au bas de l'une d'elles, une large fissure, comme une cicatrice, barrait la vitre près du drain, colmatée grossièrement avec du mastic, tellement grossière que c'était la première chose que l'œil remarquait. Le propriétaire a raclé sa gorge dans mon dos, sans ajouter un mot. J'ai hoché la tête, feignant de m'intéresser au reste, mais au fond ma décision était prise. Je n'avais pas le luxe de dire non. J'ai signé l'après-midi même. Quand je suis revenu avec mes affaires, l'immeuble était déjà vivant. Des voix étouffées se mêlaient au bruit sourd de portes qui claquaient quelque part au loin. Une vibration constante, presque organique, parcourait les murs, comme si le bâtiment lui-même respirait. La porte de mon nouvel appartement raclait le sol quand je la poussais. J'entrais et lâchais mon vieux sac de voyage sur les lattes fendillées. Un petit nuage de poussière s'éleva, gris et discret, comme si la pièce soupirait sous mon arrivée. Je n'ai même pas pris la peine de tout déballer. Je refermai la porte du pied et me dirigeai droit vers la salle de bain, tirant mon t-shirt par-dessus ma tête alors que je traversais le couloir. J'avais besoin d'une vraie douche. Pas d'un lavabo d'air d'autoroute. Pas de celle du gym. Le carrelage glacé mordit la plante de mes pieds. J'ouvris le robinet. Je m'attendais à de l'eau marron ou à rien du tout. Mais un mince filet tiède, presque chaud, jaillit du pommeau rouillé. Après des jours passés à me laver à l'arrache, cette sensation tenait du luxe. Je détournai les yeux du coin fissuré, de cette blessure mal recousue près du drain. Je me forçais à ne pas y penser. L'eau ruisselait sur moi, balayant la crasse, la fatigue, les heures de bus, les humiliations en entretien, les nuits mal dormies. Je fermais les yeux. Et c'est là que ça a commencé. D'abord un bruit, presque confondu avec le jet d'eau. Une sorte de chuintement, puis des frottements. Des allées et venues frénétiques, comme si quelqu'un ou quelque chose rampait en cercle sur le sol, juste derrière la porte vitrée. Puis des cris, lointains, mais remplis d'un effroi brut. Déchirés, féroces, désespérés. Mes yeux s'ouvrirent brutalement. Mon épaule heurta le mur de la douche alors que je reculais d'instinct. Le bruit cessa instantanément, comme s'il n'avait jamais existé. Plus rien, juste l'eau qui battait le plastique au sol et les battements précipités de mon cœur dans ma gorge. Aucune ombre derrière la porte, aucune main sur la poignée, aucun reflet suspect dans le miroir embué. J'ai mis une minute entière avant de réussir à respirer à nouveau correctement. Je me suis frotté le visage et poussé un petit rire nerveux. Le stress sans doute, le manque de sommeil, ou un souvenir d'histoire glauque lue sur Reddit, le genre de post obscur qui parle d'hallucinations auditives dans la douche. C'était plus logique que l'alternative. Je terminais ma douche à la hâte, me rhabillais et m'écroulais sur le matelas nu que j'avais traîné jusque dans la chambre. Le ventilateur au plafond grinçait à chaque tour, comme un vieux manège mal huilé. Le sommeil mit du temps à venir. Un sommeil raide, gonflé d'un mal-être que je n'arrivais pas à nommer. Quelque chose restait noué dans mon ventre, dans ma gorge. Je ne trouvais pas le repos, seulement un sursis. Le lendemain fut pire que tous les précédents. Mon patron, un homme écarlate au timbre grinçant, sembla prendre un plaisir nouveau à pointer mes erreurs. Mails oubliés, formulaires mal remplis, notes mal archivées, chaque détail se transforma en procès public. Je souris, j'encaissais, j'étouffais mes réponses derrière mes dents serrées. Quand je quittais enfin le boulot, j'avais l'impression d'être passé dans une essoreuse industrielle. Mon dos me brûlait, mes tempes battaient d'un rythme lourd. J'avais une migraine qui me guettait depuis midi et qui maintenant hurlait entre mes yeux. J'avais besoin de me laver, de me purger. Je rentrais mécaniquement. Je laissais mes vêtements de travail s'écraser en tas sur le sol. J'entrais dans la salle de bain. J'ouvris l'eau. Elle coula. Je me glissais sous le jet. Je fermais les yeux. Et les hurlements reprirent. Violents, précipités, terrifiants. Je sursautais les yeux écarquillés. Quelque chose frappa brutalement contre la cabine. Un bruit sec, énorme, comme si une bombe venait d'exploser à mes pieds. Mon shampoing gisait au sol, encore en train de tourner lentement, ses bulles bleues glissant contre la paroi. Le souffle court, je sortis précipitamment de la douche, dégoulinante. Pieds tremblants sur le lino.
Je cherchais une raison. Tout. N'importe quoi. Je pensais à l'appartement au-dessus. Peut-être quelqu'un s'amusait à cogner, à faire peur. Peut-être un voisin, un bruit transmis par les tuyaux. Je montais. L'escalier craquait sous mes pas. La moquette râpée grinçait. Je frappais. Une fois, 2 fois, 3. Silence. Une voix me fit sursauter derrière moi. Une porte s'était entr'ouverte. « Vous cherchez quelqu'un, mon chou ?» dit une femme aux cheveux blancs tirés en chignon, des lunettes glissant sur son nez ridé. J'expliquais vaguement. L'appartement au-dessus, les bruits, elle sourit doucement, avec une sorte de pitié tranquille. Oh non, personne là-haut depuis des mois. L'appart est vide, complètement. Je rougis malgré moi. Elle se présenta Madame Cartwright. Elle habitait juste en face de chez moi. Ses petits-enfants ne venaient plus. Elle vivait seule à présent. Je bredouillais une excuse, parlais du travail et filais sans insister. Mais une question persistait, mordant l'arrière de mes pensées comme un chien enragé. Si l'étage était vide, qui faisait ce bruit? Le doute me rongea toute la nuit. Je tentais de me convaincre que tout avait une explication logique. Le vieux bâtiment, les conduits, les bruits répercutés. Rien que de très rationnel, n'est-ce pas? Mais à chaque fois que mes paupières se fermaient, une angoisse sourde me reprenait. Je revoyais ce flacon tomber, ce fracas, ce souffle sur ma nuque. Le lendemain, même au travail, la pensée tournait en boucle dans ma tête comme une prière délirante. Les bruits ne venaient que lorsque je fermais les yeux, toujours, à chaque fois, pas avant, pas après, uniquement quand mes yeux s'éteignaient. Alors je décidai de tester. Ce soir-là, une fois rentré, j'entrais dans la salle de bain. Je retirais mes vêtements d'un geste sec, comme si j'arrachais une peau et pénétrais dans la douche. Je tournais le robinet, l'eau coula, et je gardais les yeux ouverts. Je fixais droit devant moi les murs, la buée, les fissures. La vapeur monta. Le ruisselait sur mon visage, mes bras, mon dos meurtri par les journées. Rien, le silence. Un silence dense, presque surnaturel. Le seul bruit était celui de l'eau frappant le plastique. Mon souffle court, mon cœur battant contre mes côtes. J'expirais longuement soulagé. Puis, stupidement, j'ai fermé les yeux, juste pour voir. Juste une seconde. Le vacarme explosa, hurlement, pas lourd et traînant, tournant autour de la cabine. Une rage brute, comme si quelque chose m'attendait dans l'ombre avec patience. Et que j'avais enfin glissé. J'ouvris les yeux. Tout s'éteignit aussitôt. Un silence de tombe. Le souffle suspendu, je restais figé un instant. La peur n'avait plus rien de vague. Elle était réelle, et elle se tenait là entre les carreaux fissurés et le mastic, tapi dans l'obscurité de mes paupières. Je décidai d'aller plus loin. Une autre nuit, je retournais dans la cabine, les muscles noués, le ventre retourné. Je fermais les yeux plus longtemps, volontairement. Le vacarme revint immédiatement, plus fort, plus désespéré. La température chuta brutalement. L'humidité se transforma en un brouillard glacial. La vapeur brûlante s'était changée en une brume morte. Je sentis quelque chose me frôler le dos, glisser comme une main glaciale. Je restais immobile, les paupières toujours closes. Puis la douleur me saisit. Une brûlure vive soudaine qui lacéra mon dos comme une griffe enfoncée jusqu'à l'os. Je hurlais. Je me projetais contre la paroi, tâtonnais pour la poignée. Je parvins à ouvrir la porte en tremblant, tombant sur le lino en un fracas mouillé. Je rampais jusqu'au miroir, mes mains s'accrochant à tout ce qu'elles pouvaient. Dans le reflet terni, je vis 3 longues entailles, rouges, fraîches, striant mon dos en diagonale. La chair à vif, le sang commençant à perler. Je collais une serviette contre la blessure. Mes mains tremblaient. Aucune explication ne tenait. Il n'y avait pas de tuyau, pas de fuite, pas d'animal. C'était la douche, elle. Mais je refusais d'utiliser le mot. Pas encore, pas santé, pas maléfique. C'était absurde. C'était Reddit, c'était les autres. Pas moi, mais la douleur dans mon dos était réelle. Trop réelle. Je ne dormis pas. Chaque fois que mes paupières se baissaient, je sentais les griffures réapparaître.
chaude et rouge brûlante. Une mémoire corporelle. Le matin s'étira lentement. Je me levai en titubant, m'installai devant le plan de travail bancal et ouvris mon application bancaire. Je le savais déjà, mais le voir affiché rendait la chose plus définitive. 13,73 $ assez pour rien, ni pour la nourriture, ni pour l'essence, encore moins pour déménager. Je tapais dans la barre de recherche coût d'un exorcisme. Les résultats me firent rire, un rire cassé, creux, presque hystérique. Des centaines de dollars pour un simple diagnostic, des milliers pour une intervention. Les sites semblaient pires les uns que les autres. Charlatans, fanatiques, escrocs. Je refermais l'ordinateur. Je posais mon front contre le plan de travail. J'étais coincé, sans argent, sans solution. Et avec une entité dans ma salle de bain. Les jours suivants devinrent brumeux. Je ne me lavais plus, pas même un rapide rinçage. Au début, ça allait, déodorant, lingette, ruse de survie, mais rapidement l'odeur s'incrusta, sur ma peau, dans mes cheveux, dans mes vêtements. Elle devint moi, je croisais des collègues qui fronçaient le nez. Mon patron évoqua soudain les standards d'hygiène professionnelle, me fixant sans gêne pendant la réunion. Le gym, plus les moyens. Un hôtel, une blague. Je me dis que je tiendrais bon, que je trouverais une piscine publique. Un coin discret, mais chaque soir le miroir me montrait une fille au regard plus creux, au dos strié de cicatrices mal fermées. Puis, un soir mon téléphone vibra, une notification. Hélisson, une ancienne amie de fac, 2 cours partagés, des cafés de nuit, des projets improvisés et le genre de promesses qu'on fait sans y croire vraiment. On garde contact, hein. Elle m'avait envoyé une demande d'amis, je l'acceptais. Les messages suivirent vite. Hey, ça fait longtemps. Tu vas bien? Tu fais quoi maintenant? Je répondis, mensonge poli, travail prenant. La ville est sympa. Elle me proposa un verre, un de ces jours. Elle passait justement dans mon quartier ce week-end. Je restais figé. Je pensais à l'odeur, aux vêtements moites, au t-shirt collé derrière la chaise rigide de sueur. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas me pointer ainsi, pas comme ça. Il me fallait une douche, même cette douche. J'avais attendu le plus longtemps possible, mais cette fois je n'avais plus de marge. Je devais redevenir humaine, montrer un visage propre, sauver la seule chose qui ressemblait à un lien normal. Je restais allongé sur mon matelas pendant de longues minutes, fixant le plafond et les rotations inégales du ventilateur. Chaque tour me donnait envie de vomir, puis, lentement, mécaniquement, je me levais. Je retirais mes vêtements, un par un. Ils puaient la peur et la fatigue. Mon ventre se tordait de dégoût, mais ce n'était rien comparé à ce qui m'attendait. Je posai la main sur la poignée de la salle de bain. L'air à l'intérieur était épais, presque moite, comme s'il n'avait jamais été renouvelé. Et pourtant, je n'avais pas allumé l'eau depuis des jours. L'humidité avait persisté, je tournai le robinet, l'eau crachota, puis coula. Glaciale, mais régulière. Je laissai la cabine se remplir de vapeur. J'allais garder les yeux ouverts, tout le temps, jusqu'au bout. Je me le jurai intérieurement, encore et encore, comme un mantra. Je pénétrai dans la douche. Je refermai la porte derrière moi, lentement. La première minute se passa normalement. Je me lavai, je pris le shampoing. Je frottais mon cuir chevelu avec acharnement, comme si je voulais arracher les jours de saleté. Mais rapidement, la pression de l'eau changea. Le filet devint plus puissant, puis violent. La température tomba d'un coup. L'air me mordit la peau, et puis ça cria, pas comme les fois précédentes. Cette fois, c'était un hurlement de colère, mais aussi de chagrin, une détresse ancienne, sourde, saturée d'un désespoir infini. Les murs de la cabine tremblaient, le sol vibrait, des flacons tombèrent en cascade. Quelque chose heurtait la porte, à coups répétés, un poids lourd, une masse enragée. Je gardais mes yeux ouverts, mais des gouttes glacées s'y infiltraient. Je clignais, vacillais, ma vision se troubla. Le drain, au lieu d'aspirer l'eau dégorgée, des touffes de cheveux longs et noirs flottaient, imbibés de quelque chose de poisseux. Des dents, petites, cassées, parfois encore tachées de sang,
remonter doucement à la surface. Puis des bulles rouges, comme un sang dilué, se mirent à teinter l'eau. Rose pâle, puis plus foncée, la panique me submergea. Je frottais mes yeux avec mes doigts, les rouvrant malgré la brûlure. Des étoiles éclatèrent dans ma vision, mais je restais lucide. Une paume apparut contre la vitre, juste une main, aucune attache, les doigts bougèrent. La peau était gonflée, grisâtre, les ongles bleus. Elle respirait contre la vitre. Je reculai, mon dos heurta la paroi opposée, l'eau me glaçait jusqu'aux os, mes dents claquaient, mes cicatrices me brûlaient, j'agrippais les robinets. Rien ne changea, l'eau continuait. La vitre se couvrit d'autres empreintes, des doigts trop longs, des articulations disloquées. Elle poussait faisant plier la porte. Je criais, je frappais la vitre à coups de poing, les articulations éclatant sous l'impact. Du sang macula la cabine. La douleur me vrillait les nerfs. Le niveau de l'eau montait. Chevilles, mollets, genoux, le froid me paralysait. J'aperçus la fissure au bas de la paroi, mon unique chance. Je levai le genou. Je frappais de toutes mes forces. Une fois, deux fois, la troisième, la vitre explosa. Un torrent d'eau glacée me projeta hors de la cabine. Je glissai sur le lino. Ma tête heurta le meuble sous le lavabo. Je hurlai. Le monde tourna autour de moi. J'étais trempé, gelé, mon souffle haché. Je rampais en arrière, comme un animal traqué, jusqu'au coin de la salle de bain. La douche crachait toujours. L'eau s'écoulait en vagues lentes, inarrêtables. Le sol était inondé. Je me traînais hors de la pièce, laissant derrière moi une traînée de pas et de sang. Je ne remis plus jamais les pieds dans cette salle de bain. Le lendemain, j'allais frapper chez Madame Cartwright. Je portais des vêtements trempés de peur. Elle ouvrit vite. Son regard se radoucit immédiatement. Je lui proposai mon aide. Course, bricolage, ce qu'elle voulait. J'ajoutais d'un ton détaché que ma douche était cassée. Est-ce qu'elle accepterait que je me serve de la sienne, 1 ou 2 fois par semaine? Elle accepta sans poser de questions. Depuis, je vis comme on vit après une guerre invisible. Je ne regarde plus la salle de bain. J'ai accroché un rideau devant la porte pour ne plus voir cette cabine fendue. Je me brosse les dents dans l'évier. J'évite le miroir. J'ai survécu, c'est tout. Et parfois c'est déjà beaucoup.